tous et à toutes et bienvenue dans Techos, l'émission qui raconte l'audiovisuel par ceux qui le font. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Théo Fauger. Théo, tu es chef opérateur, inventeur, notamment de 2 appareils d'optique, le Magic Shutter et le Stemirax. Tu as aussi pris des photographies qu'on peut retrouver notamment dans un livre qui s'appelle S'envoler. Tu as participé à des films, à des clips, à de très nombreux courts-métrages. Donc au cours de cette interview, on va parler de ta patte artistique, de tes inventions, des clips. Mais avant tout ça, j'aimerais bien parler de comment ce parcours-là a commencé. Est-ce que tu peux me dire, quel a été ton premier déclic pour l'image ? Déjà, bonjour, merci de m'avoir invité. Un déclic, il n'y a pas eu un déclic spécifiquement pour l'image, j'ai plus pour le cinéma. Un déclic particulier, je sais pas, enfin je sais que mes parents m'ont amené au cinéma très très jeune et ça a tout de suite été quelque chose de fort pour moi, enfin ça m'a tout de suite été réconfortant, enthousiasmant et très vite, ouais, effectivement, j'avais envie de me confronter à la fabrication de films, d'images, essayer de faire des photos, des vidéos. Mais il n'y a pas eu un déclic où, waouh, ça a été un déclic en tant que spectateur. D'ailleurs, même en fin de compte, je me dis toujours en faisant des images qu'il faut toujours se référer à ma place en tant que cinéphile, peut-être plus que chef opérateur. Ouais, mais qu'est-ce qui a fait que justement, tu t'es dit, en tant que cinéphile, j'ai envie de faire du cinéma, et spécifiquement d'en faire du cinéma, ce que j'aimerais faire, c'est chef opérateur, plutôt que n'importe lequel des autres métiers de la grande famille du cinéma. Ça, c'est venu quand même beaucoup plus tard. Et en même temps, je pense que depuis le début que j'ai commencé à faire des vidéos, je pense que j'ai commencé à 6-7 ans, en fin de compte, je pense que c'était tout de suite ce métier-là qui me plaisait le plus, mais sans le savoir. Je pense qu'au début, comme tout le monde qui s'intéresse au cinéma, on connaît que le métier de réal, et j'avais envie de réaliser. Ce que j'ai fait au tout début, j'ai fait des petits projets, mais l'image est venue finalement au fur et à mesure, et surtout pendant les études. Parce que toi, tu as fait quoi comme formation ? J'ai fait Ciné Creatis à Nantes, une école post-bac, pendant 3 ans. Mais après, je me suis lancé à Paris. Et alors, là, on parle d'être chef opérateur. Qu'est-ce que c'est un chef opérateur ? C'est quoi ton métier ? Qu'est-ce que c'est que chef opérateur ou chef opératrice ? Eh bien, c'est la personne qui est responsable de l'image sur un film. Donc, en gros, il y a la personne qui réalise, qui porte son projet, qui ne porte pas forcément l'écriture de son scénario, mais qui porte son film. Et moi, mon travail, ça va être dans un sens très collaboratif aussi, avec la personne qui réalise, de fabriquer l'image du film. Donc concrètement, c'est le travail autour de la caméra, de la mise en lumière, et aussi un gros travail autour du découpage technique, donc des plans, le choix des focales, les ambiances, travaille aussi avec la déco. En fait, dès qu'il va y avoir un lien à l'image pour le film, voilà. Et je pense que le mieux, c'est de traduire vraiment les intentions et la pensée de la personne qui réalise, mais tout en collaborant quand même. Et après, tout dépend aussi de... Parce que c'est quoi ton lien avec le réalisateur ? T'arrives à quelle étape du processus ? J'arrive assez tôt, en fait, généralement. Même, j'aime bien arriver le plus tôt possible et lire différentes versions du scénario, comprendre aussi comment ça s'affine. Donc voilà, je sais pas. Donc j'arrive. Des fois j'arrive, il y a déjà une production qui accompagne le film, des fois pas du tout. Ça m'est jamais arrivé de remplacer quelqu'un, par exemple, ou d'arriver au dernier moment. Après, il y a des projets qui sont montés très très vite, comme des clips. Mais sinon, j'aime bien être là le plus tôt possible. Ouais. Pour parler de ton expérience de chef opérateur, je te propose qu'on regarde un extrait du court-métrage par lequel moi j'ai découvert ton travail, qui est Cœur pyromane de Nathan Villano et Robin Goffin, qui a été réalisé pour un Nikon, je crois. Ouais, c'était ça. Laisse-moi le temps de digérer les infos un peu. Bon, j'ai mal à la tête là, t'es chiant.
déjà, ma première question, c'est comment est-ce que vous avez fait cette espèce de cœur, le cœur pyromane en question qu'on voit battre dans la poitrine et qu'on voit battre au début? Qu'est-ce que c'est? Ah, alors bon, ça, il n'y a pas de VFX. C'est une artiste plasticienne qui s'appelle Marion Sutre, qui travaille beaucoup les matériaux et de manière à mettre en matière quelque chose d'organique. Donc là, c'est différentes couches de plastique fondues avec différents colorants de teintes qu'on a pu articuler comme une membrane et qu'on a surtout pu rétroéclairer par en dessous et essayer de filmer comme si on était à l'intérieur du cœur. Et quand il n'y a pas de VFX non plus lorsqu'on voit les acteurs avec justement cette tache lumineuse? Non, c'est des petits panneaux flex qui sont placés sous les vêtements. C'était assez fastidieux, mais au moins on a pu le faire en vrai. Ouais, l'effet rend très très bien. Surtout pour un Nikon. Et donc avec le réel, comment ça s'est passé la préparation de ce projet-là, par exemple? Qu'est-ce qu'on t'a dit comme qu'est-ce qu'on t'a donné comme information pour te permettre de mettre cette histoire en image? Je vais essayer d'être au plus juste de ce qu'il me disait, mais c'était de parler de l'aspect un peu fort et hyper consumériste des applications de rencontres et de montrer quelqu'un qui s'abîme au fur et à mesure des conquêtes. Et donc déjà, ce qui était super, c'est qu'il y avait un sens propre et un sens figuré, avec ces cœurs qui apparaissent réellement. Et très vite, on s'était dit, nous, qu'on avait envie de le faire en vrai, parce que déjà aussi pour les comédiens qui pouvaient voir en direct leur cœur s'illuminer. Puis après, pour moi, c'était super, parce qu'il y avait des moments où on avait fait aussi en sorte que le décor soit très éteint pour que le cœur prenne plus de place, pour qu'on sente que la lumière elle émane de ce cœur. Ce qui aurait été très compliqué de faire autrement si je ne pouvais pas éclairer à cet endroit-là pour qu'on sente que ça vient d'ici. Et après, il y avait tout de suite la volonté pour eux de faire le film en studio, pour avoir vraiment de travailler le plus possible, le plus fort cinématographiquement. Et comme le film il a une aspect assez formellement un peu abstrait, surtout à la fin, là, quand il y a tout qui s'embrase et qu'il y a de la poussière qui tombe, on a pu aller très très loin en faisant ce décor en studio, quoi. Ouais, parce qu'il y a cette explosion de poussière et toi, j'ai l'impression que tu la renforces peut-être avec de l'ajout de grains ou avec du... J'arrive pas à identifier exactement ce qu'il y a sur l'image, mais il y a plusieurs... Pour la poussière, déjà oui, après il y a une manière de l'éclairer pour que ça brille le plus possible. Je me souviens plus tellement ce que l'accessoiriste avait mis dans la poussière, mais je crois que on avait évoqué l'idée que il pouvait y avoir des éléments brillants et que ce soit pas complètement mat. Et après sur l'image, oui, on a eu un traitement, on a rajouté un peu de grain, on a essayé de rendre ça aussi un peu organique. Quand tu construis cette image-là, est-ce que tu as ce plan-là en amont en tête, et à quel point tu l'as en tête? Est-ce que tu sais que tu vas avoir les petits flares dans le coin? Est-ce que tu sais exactement où va être placée la lumière, l'ombre à l'avance? Ou est-ce que ça se construit un peu sur le plateau? Alors, ça dépend des films. Moi, je crois beaucoup à la préparation, le plus possible. Je crois pas beaucoup à l'improvisation, ou du moins je pense que l'improvisation se prépare. Et pour ce projet-là, on travaille beaucoup sur des moodboards. Je crois que ils avaient un moodboard très fort. Robin et Nathan, c'est vrai qu'ils étaient très visuels, donc déjà ils ont pu me nourrir le plus possible. Après, je sais plus ce que j'avais pu apporter en amont, mais après ça se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, pour cette image, je sais que la lumière qu'il y a au-dessus de sa tête, qui provient de la fenêtre, c'est en plaçant le projecteur, on a trouvé des choses qui se révélaient devant nous. Et alors après, pour ce qui est du travelling lumière, là, c'est assez rigolo. On a vraiment mis des projecteurs sur rail pour faire comme s'il y avait des voitures qui passaient. J'avais envie que ça tape dans l'optique et que ça flaire, quoi. Mais ce qui était techniquement compliqué, en plus du mouvement, en plus je voulais une lumière douce, donc il m'aurait fallu quelque chose de dur. Donc en fait, ce qu'on a fait, j'avais placé des prismes ou des bouts de verre devant l'optique, et il y avait un autre projecteur qu'on allumait à l'intérieur pendant le travelling. C'est-à-dire qu'il y a le travelling de lumière qui passe, et il y avait un top départ et un électro qui allumait
l'autre. Et comme ça, quand tu remets l'extrait, on a l'illusion, mais si on regarde, il y a un léger décalage. Ouais, c'est vrai qu'on voit très légèrement. Et là, hop, c'était pour créer de la profondeur dans l'espace. Je me disais que ça peut être bien d'avoir un premier plan qui brille. Non, c'est assez, c'est très beau, ça marche assez bien. Et dans ces cas-là, la personne qui prend la décision de placer les lumières à cet endroit-là, c'est qui? C'est toi, c'est le chef élect, c'est le réal? Pour la brillance ou les lumières de manière générale? Les lumières de manière générale. Ils me font confiance, donc après ils regardent. Après, effectivement, moi je demande toujours un avis, c'est eux qui valident à la fin. Hein. Moi je vais toujours pousser pour proposer quelque chose qui me semble plus juste, avec la discussion en amont. Mais voilà, puis après, moi je travaille avec mon équipe, le chef élect il a une grande place, voilà. Alors je te propose qu'on regarde un autre extrait pour en parler, qui est celui d'un clip que tu as fait, parce que tu as fait beaucoup de clips, qui est Mirage de Bébé Jacques. Alors dans ce clip, on a plusieurs passages où donc le chanteur se retrouve en semi-transparence. Comment est-ce que tu obtiens ces effets-là? Pour les effets de transparence qui résonnent un peu comme des surimpressions, j'ai utilisé une invention optique qui s'appelle le Stemirax, qui est un dispositif qui se place devant la caméra. Alors, une fois qu'on l'a devant la caméra, qu'est-ce qui se produit? En fait, c'est assez simple en réalité. C'est un jeu de 4 miroirs qui se répondent. Et en fait, ça reprend des systèmes de stéréoscopie, c'est-à-dire qu'on permettait de faire des images en relief. Mais ça existe depuis le 19e siècle. Et là, la particularité par rapport au système stéréoscopique, c'est qu'on peut vraiment maîtriser et incliner les miroirs un peu dans tous les sens. Et surtout, le centre des miroirs là, est le plus proche possible, qui permet vraiment que dans le flou du premier plan, les images se confondent. Et voilà. Et donc, l'intérêt pour ce clip, par exemple, ou d'autres projets, c'est que l'image se fabrique sur le plateau. En fait, l'intérêt, en réalité, c'est un peu le même que ce que je disais tout à l'heure, d'avoir la lumière déjà sur le costume ou de trouver des brillances sur le plateau. C'est que ça se construit de manière organique. Et ça, je pense que c'est très important. Déjà notamment pour la personne qui réalise, parce qu'elle peut vraiment se projeter sur le résultat le plus proche de la fin et aussi sentir son effet et pouvoir le toucher, quoi, dans le sens où on peut le maîtriser, on peut refaire la prise, on voit ce qui se passe. Et après, l'avantage, à mon sens, c'est que souvent on a une idée de ce qu'on a envie de faire quand on a des effets particuliers, on a une idée qui est plus ou moins précise. Mais là, l'intérêt, c'est qu'on va me donner une idée, on va me dire, moi j'aimerais bien confondre ça et ça, ou alors voir un peu ça comme ça. Et en fait, quand on le met, moi le premier au début, j'étais toujours surpris de ce que ça faisait, mais c'est-à-dire que ça allait plus loin qu'un imaginaire. C'est-à-dire que c'était autre que ce qu'on pouvait imaginer. Maintenant, je connais beaucoup plus l'outil, donc je sais ce que ça peut faire, je connais les limites, je connais les possibilités, mais à chaque fois, il y a quand même toujours un moment, on est toujours un peu étonné, quoi. Et on trouve des idées qu'on ne pouvait pas imaginer. Et c'est ça, pour moi, la grande force, contrairement à fabriquer un effet en post-production. Moi, je pense qu'on peut faire exactement la même chose en post-production. Après, ça demande des contraintes. Si on veut faire 2 instantés qui se superposent, c'est qu'il faut avoir du multicam. Et si on veut un mouvement... Il faut l'avoir un peu anticipé avant quand même. Ouais. Et en fait, la différence, c'est qu'il faut imaginer l'idée. En fait, c'est ça. Et après, en post-production, on propose l'idée, on la met en exécution. Alors après, je discute beaucoup avec les gens de post-production. Il y a toujours des étapes où, à un moment donné, on a aussi des accidents en post-production. On peut trouver d'un coup un truc qu'on n'avait pas imaginé exactement. Mais généralement, il faut exécuter une idée qu'on a
pensé. Là, l'avantage, c'est que ça se révèle devant nous. Moi, je me dis souvent que ce genre d'outil, c'est comme de la direction d'acteur. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'une comédienne, d'un comédien, c'est pas qu'elle exécute le scénario. C'est qu'elle s'imprègne du rôle, qu'elle amène quelque chose en fait d'organique, parce que c'est une personne vivante, tu vois, c'est normal. Ben ça, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que là, on le place, on regarde, ça se passe, et en fait, l'outil nous propose quelque chose. Et ça, je pense que c'est cool, et je pense qu'il y a un monde en fait. Il y a tellement de choses à faire, et après il y a aussi le travail concret sur le plateau, c'est-à-dire avec la lumière. Comment je place la lumière par rapport à l'outil, ça m'amène quelque chose de différent si j'éclaire de telle ou telle façon. Si la personne qui est devant la caméra se place à tel endroit, ou alors il y a une entrée-sortie de champ, ça peut apparaître, disparaître. Il y a énormément de possibilités. Et le grand avantage, c'est que on fait tout ce corps ensemble quand on fabrique un effet. C'est vraiment un effet de plateau, quoi. Comment est-ce que les réals s'en servent? Parce que là, par exemple, c'est pour... ça rejoint le thème du mirage, quoi, directement du clip. Mais c'est quoi les usages narratifs qui ont déjà été faits de cet appareil? Bah alors moi déjà, c'est pour ça que même évidemment on dit effet, c'est un effet spécial, mais j'aime pas me dire que c'est un effet dans le sens que ça fait effet quoi. À la base d'ailleurs. De cet outil si tu veux. Ouais, mais après on s'en fiche, hein, c'est de la sémantique. Non mais moi j'ai créé ça au départ pour répondre à des besoins narratifs d'un court-métrage. Justement quand tu me demandais si j'avais réalisé, c'est un projet que j'avais réalisé. Et donc dans ce film, il y avait un personnage qui était épileptique, donc photosensible, donc qui réagissait mal aux hautes lumières dans la nuit. Et moi je voulais trouver un moyen visuel qu'on vive son épilepsie quoi. Donc au début j'avais des réflexions faciles en me disant je vais faire flasher l'image au montage, je vais créer des lumières clignotantes, des choses comme ça. Et en fait au fur et à mesure de mes recherches, d'expérimentations que je faisais en photo pour moi, j'avais pu découvrir un peu ça quoi, c'est-à-dire les systèmes stéréoscopiques, voir que si je changeais les propriétés, je pouvais obtenir deux images qui se superposent l'une sur l'autre dès la prise de vue. Et quand je préparais ce film-là, je me suis dit, mais c'est le moment que je développe l'outil pour répondre à des besoins narratifs pour le film. Et donc, c'est monté très très vite. On l'a fait en 1 mois et demi. Et après, l'image s'est vraiment révélée sur le plateau. Enfin, j'ai même pas pu trop... tester l'objet avant de pouvoir t'en servir. Hein. Ouais, presque pas. Donc ça s'est vraiment construit. En plus, c'était super. J'avais une très grande complicité avec le comédien qui s'appelle Gabriel Caballero et qui connaissait mon travail en photo. On avait déjà pu travailler ensemble. Donc c'était une chance. Puis on a tourné dans Paris de nuit. Donc on trouvait les plans au fur et à mesure. Et je sais plus si ça répond à ta question. Et après, dans le travail avec les réals, parce que voilà, maintenant, évidemment, j'en ai parlé en dehors du film. L'outil est plus resté que le film. Et maintenant, j'essaie toujours d'avoir des questions les plus concrètes, quoi, sur l'effet voulu, sur l'intérêt de l'outil. Et si des fois, je sens que c'est pas forcément la meilleure idée visuelle. Je préfère qu'on trouve autre chose plutôt qu'on ait envie d'utiliser. En fait, j'ai pas envie qu'on fasse les choses dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire qu'on commence à penser à l'outil avant de penser à. Si tu veux faire tu réalises un film, tu veux faire un travelling, c'est parce que tu as envie d'accompagner un personnage. C'est pas que tu as envie de faire un travelling. Je comprends assez bien. Tu disais que tu avais eu l'idée avant ce court-métrage. D'où ça t'est venu cette idée? Eh bien, ça voilà, tu me demandais des questions de révélation. Je pense que ce qui me plaisait quand j'étais même vraiment très très jeune dans le cinéma, c'était l'aspect, l'image, elle se révèle, quoi, elle se fabrique. Tu vois, très vite, j'avais envie de filmer à travers des vitres, mettre des bouts de verre. Enfin, il y avait toujours un aspect où on voit, la caméra nous permet de voir autrement qu'avec nos yeux. Ça, c'était vraiment en y réfléchissant, je sens que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué et passionné. Et donc je m'intéressais très vite aussi à l'outil photographique, comment ça fonctionne la photo, comment ça fonctionne l'optique. Donc je me suis un peu renseigné, et aussi l'histoire du cinéma. Ça, j'adore ça, l'histoire technique du cinéma.
tu vois, tout le pré-cinéma, les inventions avant, tu vois, Étienne Jules Marais, la décomposition du mouvement, Émile Reynaud qui avait fait plein de choses, et jusqu'à arriver au cinématographe de Frédéric Lumière. J'adore tout ça. Et donc à chaque fois que je voyais ces effets, je me dis mais c'est quand même fou et tout ça. Donc moi, je collectionne beaucoup d'appareils anciens, de vieux objectifs. Et à un moment donné, je suis tombé sur un système stéréoscopique qui ressemble en fait à ça à peu près, mais qui est plus petit, qui est pas du tout fait pareil. Et je l'ai acheté parce que je trouvais ça fou. Je me suis dit, je vais essayer de faire des photos en relief, quoi. Et en fait, en le plaçant devant la caméra, je vois des détails où je me dis, mais si je change les propriétés, au lieu d'avoir 2 images côte à côte, je pourrais avoir 2 images l'une sur l'autre. Voilà. Je sais pas si ça répond. Non, ça répond assez bien à la question. En fait, finalement, tu pars de quelque chose qui pourrait être considéré comme un défaut d'optique, ou en tout cas un truc qu'on pourrait avoir sur certaines optiques parce qu'elles sont cassées, abîmées, usées, peu importe. Et toi, tu vas chercher ce défaut pour en faire un appareil. Je pense que oui, on pourrait dire que c'est un défaut. En fait, j'imagine que les ingénieurs, tu vois, quand ils ont développé ce genre d'outils, ils se sont dit, c'est surtout pas ce qu'on veut faire. mais dans le sens où ils ont dû forcément voir la possibilité que ça fasse ça. Mais en tout cas, c'était pas le but de l'objet. Moi, je me dis que c'est pas que c'est un défaut, c'est juste que c'est une autre articulation de technologie qui amène à ça, quoi. Mais c'est souvent ça les découvertes en réalité. C'est pas une idée coup de génie, c'est on voit ça et c'est empirique en fait. Ouais, c'est ça. En partant de ça, où on peut aller. Ouais. Après, ouais. Et j'imagine qu'on n'a pas eu tout de suite un objet là en métal et en verre. Comment est-ce que tu as créé tes maquettes pour ça ? Comment est-ce que tu t'es passé de j'ai une idée dans la tête à j'arrive à un premier prototype ? En fait, j'ai pas fait tant d'autres versions, hein. C'est que j'ai vraiment eu la chance de pouvoir très vite usiner quelque chose en aluminium. Je me suis fait aider par un oncle à moi qui avait une chaîne d'usinage, mais pour des complètement autre chose, hein. En plus, c'est dans l'aéronautique, enfin, autre chose. Et très vite, il m'a aidé à concevoir l'outil d'un point de vue vraiment et surtout usinage. Mais c'est pas du tout un opticien, enfin voilà. Et après, sinon, moi en amont, j'avais quand même fait des prototypes en bois pour voir ce que ça faisait à peu près. Et c'est chouette. Ouais, ça c'est la version plus. Ouais. C'est une version plus aboutie. Mais là, c'est la bêta. Là, on va en parler d'un instant. Parce que quand je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit attends, je peux te ramener des choses, mais ce sera que une première version, c'est les prototypes, et c'est pas la version aboutie de l'objet. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une version aboutie de l'objet, quelque part, sur laquelle tu es en train de travailler. Est-ce que tu peux nous parler de comment on passe de ça à une version plus aboutie, et à quoi servira la version plus aboutie ? Eh bien, alors déjà, le cheminement pour arriver à cette version aboutie, parce qu'au début, je te disais, c'était une utilisation personnelle que j'en faisais pour mon travail en tant que chef opérateur. On m'a beaucoup sollicité pour me le louer, me l'acheter, me prendre en tant qu'opérateur spécialisé. Ce qui était un chemin qui voilà, j'avais pas forcément envie de tout mélanger. Je voulais vraiment me concentrer sur ma tâche en tant que chef opérateur et pas commencer à faire que ça, parce que c'est pas le but. Bien sûr. Mais après, ce qui était super, c'était quand même de voir un engouement et que beaucoup d'autres chefs op avaient envie d'utiliser ce type d'outils. Mais donc au début, je pense que, enfin voilà, pour rappel, je suis au début de mon parcours, j'ai pas fait de long métrage encore, voilà. Donc il faut se lancer. Et je sentais que d'avoir cet outil-là unique, c'était une force pour se démarquer, se lancer dans le cinéma. Mais maintenant, je me dis c'est quand même une belle opportunité de développer un outil professionnel et de le démocratiser et de l'industrialiser. Mais pareil, encore une fois, c'est fait de manière un peu empirique. J'ai eu la super chance d'être sollicité par un ingénieur super doué qui s'appelle Jérôme Panetier,
qui m'a sollicité parce qu'il était très curieux de me rencontrer et de voir ces inventions-là. Et il m'a proposé de m'aider pour le développer et l'améliorer. Ce que j'hésitais au début, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ça. Et après, ce que j'ai dit oui, et là, ça fait 1 an et demi que je travaille avec lui. Et qu'on a trouvé pas mal surtout lui, a trouvé pas mal de moyens techniques pour que ce soit beaucoup plus précis. Et aussi, ce qui était super, c'est que moi, j'avais une vraie expérience terrain, tournage avec, pour voir toutes les problématiques auxquelles je faisais face, et que je me disais, qu'est-ce que je peux améliorer. Et donc là, je suis en phase de commercialiser l'outil. Je vais créer une marque d'invention optique qui s'appelle Eclat Lens Tools. Et donc là, l'outil sera beaucoup plus professionnel, beaucoup plus précis. La qualité des miroirs vont être nettement supérieure. Donc, il y a beaucoup de problématiques visuelles qu'on voit là sur les images qui sont résolues. Beaucoup de problématiques mécaniques et aussi beaucoup plus de possibilités créatives qui s'ajoutent à l'invention parce que les miroirs peuvent être interchangeables. Donc on va pouvoir avoir des miroirs texturés, donc par exemple ça veut dire superposer une image nette sur une image floue, des miroirs teintés, donc mélanger des couleurs. Et après tout va vraiment pouvoir être très facilement motorisable via des moteurs de pointe, les follow focus. Donc là, il faudra avoir des assistants spécialisés. Non, mais voilà. Pour avoir davantage de contrôle en fait sur le. Voilà, une vraie et avec une répétition. C'est-à-dire que déjà l'outil, moi je le trouve déjà beaucoup plus précis et beaucoup plus comment dire. On est dans le contrôle, contrairement à des prismes. Il y a beaucoup de prismes à effet qui existent, qu'on place de manière assez aléatoire devant la caméra. Déjà, avec cet outil-là, on peut être précis. Mais alors là, avec la nouvelle version, on va être vraiment très, très, très précis. C'est-à-dire que tout peut se jouer vraiment au dixième de millimètre dans les inclinaisons. Et à partir du moment qu'on motorise, on va pouvoir répéter l'effet. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment assez inédit. C'est-à-dire qu'on a un effet de plateau qui est très organique dans la manière de trouver l'image. Mais une fois qu'on a trouvé l'image et qu'on a compris, on peut refaire l'effet. Et ça, pour le tournage, c'est très important. Refaire une prise, refaire. En fait, en tout cas, j'ai pensé l'objet pour le cinéma, pas pour la photographie. Donc, c'est un dispositif qui est vraiment fait pour être monté sur des rigs caméra, qui est pensé pour les grosses frontales d'optique cinéma. Peut-être que des gens qui voudront l'utiliser pour la photo, mais ça serait pas forcément approprié. Enfin, ça serait un peu disproportionné déjà optiquement. Et après, moi, je trouve que l'intérêt d'avoir cet outil-là, c'est vraiment de pouvoir mettre soit la caméra en mouvement, soit les miroirs en mouvement. Parce que je fais beaucoup de photos avec, c'est très joli, mais ça perd du charme de waouh. Optiquement, il y a un truc qu'on voit bien que c'est réel parce que ça bouge. En photo, il y a tellement de travail déjà de surimpression qui existe que ça a un peu moins de force, quoi. Et du moins, ça vaut moins le coup de s'embêter avec ce matériel. Bah, t'as d'assez belles photos avec cet appareil-là, mais c'est vrai effectivement que peut-être qu'on se dit, si on voit la photo sans savoir que ça a été pris, qu'il y a eu l'usage d'un appareil à la prise de la photo, on a peut-être un peu le réflexe de dire ah, ça doit être un effet sur Photoshop ou un autre logiciel. Et donc, quand est-ce que cette nouvelle version-là commencera à entrer sur le marché ? L'invention, là, elle est disponible en pré-vente. C'est-à-dire que là, on a des visuels photoréalistes de ce que ça fait, à quoi ça ressemble. Mais l'objet, il est en pré-vente, donc c'est-à-dire que il y a une page et les pré-ventes, normalement, une fois qu'on l'achète, il sera disponible de 4 à 6 mois. Et est-ce que c'est un appareil qui peut s'adapter à n'importe quelle caméra de ciné ? Ouais. En fait, à partir du moment que notre caméra, elle a son rig avec un support de tige, le support de Rhodes, et de 19 mm, c'est bon. Et que c'est dans les normes ARRI. Mais normalement, toutes les caméras professionnelles ont ça. C'est-à-dire les normes, c'est entre le centre optique et la hauteur des Rhodes. C'est bon. Et après, la limite, c'est surtout sur les focales. On a pensé vraiment l'objet pour qu'il soit le plus polyvalent possible. Normalement, la plus courte focale qu'on peut utiliser, c'est un 50 mm pour du full frame.
En dessous, on peut, physiquement. Après, c'est juste qu'on commence à vignetter, on commence à voir à l'intérieur de l'objet. Et aussi, on perd l'intérêt parce que l'intérêt, c'est de confondre deux angles. Et ces deux angles, ils peuvent se confondre s'il y a une faible profondeur de champ. Et si on a une focale un peu trop courte, notre profondeur de champ est un peu plus grande. Donc, ce qui fait que optiquement, la superposition des deux images fonctionne un peu moins. Je vois. Mais de toute façon, l'intérêt, il est vraiment sur la longue focale de cet outil-là. Moyenne, longue focale. Et est-ce que quand on se sert de cet appareil-là, il faut faire des réglages spéciaux avec la caméra ou peu importe Non. Là, c'est libre. Je l'ai même utilisé sur pellicule. Ça marche très bien. Il n'y a pas de perte de diaph ou d'autres... Quasiment pas. On a mesuré, on a 96% de réflexion avec les miroirs qu'on va avoir. Déjà avec celui-ci, c'était des miroirs ordinaires, j'avais entre 85 et 90%, mais là 96, c'est vraiment exceptionnel. Oui, on perd quasiment rien. C'est pas notable. Est-ce que quand toi tu prépares un tournage, tu penses aux deux plans qui vont être superposés en amont ? Et bien alors là, voilà, c'est une question générale d'ailleurs, peut-être qu'on peut se poser sur l'image, c'est à quel point on a une vision précise de ce qu'on veut faire pour l'image du film. Mais ça, que ce soit avec des outils comme ça, ou que ce soit du travelling, que ce soit des gros plans. Enfin, je pense que plus on a une vision précise, plus on va être à même de mieux penser nos plans. Alors après, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur le plateau quand même, mais... moi, je dirais qu'en fait, ça dépend. Ça dépend de la méthode de la personne qui réalise. Dernièrement, j'ai envie justement d'avoir des plans plus pensés, plus complexes avec l'outil, parce que je sais qu'on pourra les faire, déjà, si on les travaille mieux. Et je pense que l'effet va être encore plus épatant et encore plus aussi invisible, et pas tape à l'œil, si on a mieux pensé le plan. Par exemple, si on utilise cet outil en studio, et qu'on a deux images... qu'on maîtrise la lumière sur les deux axes plutôt, c'est-à-dire admettons toi t'es dans la lumière, moi je suis dans l'ombre, on a un miroir sur toi, miroir sur moi, au début on ne verra que toi, on ne verra pas l'effet de surimpression, mais si d'un coup on allume progressivement la lumière sur moi, j'apparaîtrai en transparence de ton corps. Non mais en fait c'est-à-dire qu'en ayant ça en tête, d'un coup, il y a une infinité de possibilités. C'est-à-dire qu'on peut faire apparaître, disparaître des choses, mais ça demande de penser le plan, savoir ce qu'on veut faire. Mais c'est comme tout, en fait. Pour moi, les plus beaux mouvements de caméra, ils existent parce qu'on y a pensé. Et qu'en fait, si on suit un sujet, par exemple, on ne voit pas le mouvement de caméra, parce que la personne, elle reste fixe dans le plan, et c'est le décor qui bouge autour. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je pense que c'est un peu ça. Enfin, je sais pas si je m'embrouille peut-être, mais... C'est assez clair. Tu prévois aussi parce que le fait d'y penser à l'avance ouvre le champ des possibilités, quoi. Ouais, c'est comme, tu vois, au début, quand on utilisait la courte focale, tu vois, sur un grand film comme Citizen Kane, tu vois, on pourrait se dire, on fait des gros plans, courte focale, la tête, elle est un peu déformée, enfin, tu vois. Si c'est ça qui intéresse, moi je pense que ça va pas avoir de force. Par contre, si d'un coup ça s'ancre dans le récit, dans la mise en scène, comme a pu faire Orson Welles, où il a travaillé la profondeur de champ, il va me placer quelqu'un au premier plan, quelqu'un en arrière-plan, et tout va être net, et il sait quand le spectateur va devoir regarder derrière, parce que soit c'est l'intervention d'un comédien, soit c'est une lumière qui arrive. Là, d'un coup, c'est fort parce que l'effet est vraiment au service d'une histoire et au service d'une intention, d'une émotion. Donc, en fait, là, on n'est plus en train de jouer avec la courte focale, mais on est en train de la faire exister pleinement comme un outil narratif. Tu vois. Oui, c'est ça. Et on pense plus à l'aspect, à l'époque, gadget de la course focale. Ou à l'aspect de nouveauté technique, mais on pense à l'histoire. Ouais. Tu vois, c'est comme tous les outils. En fait, pour moi, il faut digérer l'outil. C'est-à-dire qu'au début, on voit un outil. Moi, je sais que j'ai eu le droit à beaucoup ça comme retour. Quand les gens voyaient le STMirax, je disais c'est marrant, c'est sympa, c'est ingénieux, mais à part faire un plan d'un mec bourré ou une séquence psychédélique, je vois pas trop ce que ça peut faire.
Bah ça, moi je trouve ça dommage en fait. C'est à un moment donné, c'est qu'il faut. Ok, ça fait ça. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir le faire? Tu vois, c'est comme le motion control avec les bras robots. Tu vois, il y a plein de gens qui ont fait des mouvements complètement insensés. Au début, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, tu vois, et on se dit, ok, c'est marrant, c'est gadget. Mais là, tu vois, il y a L'Homme qui rétrécit qui est sorti. Et l'entreprise, la C-Spline, qui ont fait ça, bah, ils ont fait du multipass. C'est-à-dire qu'ils ont fait des plans à échelle humaine avec Jean Dujardin, où ils ont enregistré le mouvement du caméraman. Et après, ils ont refait le même plan à échelle plus petite avec les bras robots qui a refait, tu vois, avec la précision exactement le même mouvement de caméra, mais sur des maquettes ou alors sur des décors réels, enfin des choses plus petites. Et là, incroyable, tu vois. Quand tu vois le film, tu te dis pas, ah, ils se sont amusés avec des bras robots. Non, c'est juste. Tu te dis, tu vois, il y a l'effet. Jean Dujardin, il a l'air tout ils ont petit. fait, voilà, ils ont accompagné ce qu'ils voulaient faire dans le décor. En plus, c'était super parce qu'ils ont vraiment voulu montrer un décor qui s'agrandit plutôt qu'un homme qui rétrécit. Et je trouve que ça marche super bien. Et enfin bref, tu vois, ça c'est une bonne utilisation, tu vois. C'est une utilisation astucieuse. Ouais. Enfin, moi, j'ose espérer que tu vois, sur les prochains projets que je vais pouvoir faire, on se rende pas trop compte, tu vois, qu'on ait plutôt l'impression qu'on filme à travers une vitre et que waouh, mais incroyable, le reflet il est super beau, précis, ça raconte. Plutôt que, tu vois, qu'on se prenne pleine gueule l'outil, tu vois. Oui, parce qu'il y a, dans les projets que tu as fait, il y en a certains, le tout premier, les sentiments dont on parlait avec le jeune homme épileptique, c'est un effet qui, du coup, est au service de l'histoire, enfin, il a même été conçu pour l'histoire, et en même temps qui se voit assez, qui est très exploité dans ce cours-là. Ouais. Ouais, après ça amène un autre débat, c'est-à-dire que est-ce que c'est problématique qu'un film soit formellement visible, tu vois? Oui. Ça c'est les choix et les goûts, mais après moi j'aurais tendance à me dire qu'il y a de tout dans les cinémas et moi j'adore des cinéastes qui s'affirment et qui affirment des possibilités de mise en scène et que formellement le film se voit, c'est pas. Je vois pas que ce soit problématique, tu vois. Quand tu regardes un tableau de Kandinsky, tu vois, c'est hyper expressif, c'est hyper tranché. Moi, je trouve ça très beau, tu vois. Ouais, tu dis pas et après, quand même on voit ce qu'il essaye de faire, quoi. Ouais. Bah ouais, tu vois. Et après, et ça m'empêche pas d'aimer, tu vois, des œuvres de Delacroix, tu vois, qui sont très réalistes. Tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas du tout, tu vois, je pense que, moi en tout cas, c'est pour ça que j'adore d'ailleurs mon métier, c'est que je me range vraiment pas à un type de cinéma. Par contre, ce qui m'importe le plus, c'est d'accompagner ou de rencontrer des cinéastes qui ont une vision et qui savent ce qu'ils veulent porter, tu vois. Tu vois, ça m'intéresserait énormément de travailler sur. Enfin, je l'ai fait dernièrement sur des films beaucoup plus naturalistes où on se fait complètement oublier à l'image, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à l'image, au contraire, tu vois. Et c'est juste un autre type de travail. Ouais, du coup, c'est pour ça que, moi, en tant que cinéphile, j'aime vraiment tout type de cinéma. J'essaye pas du tout de me limiter, et donc c'est pour ça que je me dis que. Enfin, j'ai trouvé le bon métier parce que je veux pas du tout me limiter à une manière de faire. Et mon travail, c'est vraiment d'accompagner, de comprendre pour proposer. Bien sûr. Et t'as des cinéastes récemment que t'as vu, tu t'es dit visuellement, ça c'est quelque chose que j'adorerais accompagner un jour. Vraiment, le tout dernier, c'est la petite dernière. Tu vois, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu. J'ai entendu un peu les anecdotes autour de la création du film, mais j'ai pas vu le film lui-même encore. Moi, j'ai trouvé le travail de l'image vraiment super, quoi. On est à fond avec ce personnage. La caméra, elle est très proche d'elle. C'est un parcours initiatique et c'est super. Enfin, tu vois, visuellement, moi, j'ai trouvé ça très 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 fort. Mais tu vois, ça m'empêche pas d'adorer Furiosa, la suite là, de Fury Road, qui est incroyable aussi visuellement, une travail de réflexion de découpage folle, tu vois. En fait, à partir du moment qu'il y a une vision et qu'il y a une cohérence et qu'on sent que les choses elles sont fortes et qu'elles n'ont pas été là par hasard, moi ça me bouleverse. Est-ce qu'il y a
d'autres effets optiques que tu aimerais essayer? Ouais. Après, encore une fois, tu vois, c'est toujours une question de trouver le projet, tu vois, qui pourra, dans lequel ça pourrait servir. Je sais que moi là, j'aime bien regarder, tu vois, l'aspect de l'obturation, tu vois, c'est-à-dire que l'image, en fait, un projecteur, l'image elle est flashée, en fait, c'est-à-dire que la pellicule est des films, en fait, elle se fixe à chaque fois avant que l'image soit projetée. Et tu vois, si ça va moins vite, ou si on enlève l'aspect de l'image qui est bloqué avant d'être projeté, ben on peut avoir du défilement. Tu vois. En fait, ce que j'ai essayé de faire avec le Magic Shutter, c'était ça. J'avais repris complètement un principe avec des miroirs qui s'appelle le praxinoscope. En fait, c'est une espèce de tambour avec des miroirs au centre. Et tu as des dessins tout autour. Et quand tu tournes, tu regardes les dessins en réflexion dans les miroirs. Et en fait, le passage d'un miroir à un autre, ça fait office d'obturateur, à peu près. Et c'est fascinant, tu vois. En fait, moi, ce que je trouvais fascinant, c'est déjà, il y a l'illusion du mouvement, elle y est, mais en fait, c'est ce qui se passe entre les images, tu vois. Le passage d'une image à une autre, je trouvais ça toujours, je me disais, ouais, c'est incroyable. Mais je me suis dit, est-ce qu'on peut filmer comme ça? Donc, je me suis pas embêté avec. Donc là, tu vois, il y a nos miroirs qui tournent. Je pense qu'on peut même se le rapprocher un peu, parce que je sais pas s'il va être très visible. Là. Donc là, tu vois, t'as des miroirs qui tournent, mais sauf que la caméra, nous, elle regarde là. Hein. Elle regarde à l'intérieur. Et en fait, nous, on filme les miroirs qui sont ensuite en réflexion sur ce miroir supérieur. Et en fait, on filme ce qui est là. Par exemple, là, moi, t'es devant moi. Et donc, ton image est réfléchie sur la roue des miroirs qui est à l'intérieur. Et là, c'est juste pour nettoyer ou changer les miroirs. Tu vois, c'est pas dans le bon fonctionnement. Je vois. Et après, j'ai une manivelle qui me permet de tourner manuellement et de faire tourner le miroir. Et donc forcément, quand ça va pas vite, on a une image qui tourne. C'est-à-dire que toi, tu rentres du champ, tu reviens dans le champ, et au bout d'un moment, ça va tellement vite que l'image commence à se stabiliser. Voilà. En fait, ce qui t'intéressait, c'est cette tension entre le moment où ça stabilise et le moment où l'image bouge. Ouais, c'est ça. Bah ça peut être très beau, quoi. Et encore une fois, ce qui est super, c'est qu'il y a quelque chose du ressenti, quoi. C'est-à-dire que sur le plateau, tu vois, on ressent, tu vois, il y a un rapport. J'avais filmé Inama, moi qui est comédienne et qui est aussi un peu danseuse, et donc on a essayé de danser, et moi je filmais, et du coup en fait c'était super parce qu'il y a un vrai lien, quoi. C'est-à-dire que sa danse, au travers de ça, était modifiée en fait, ou du moins il y avait un complément, tu vois. Et puis d'avoir quelque chose de vraiment très satisfaisant à pouvoir voir en direct. Est-ce que l'image qui soit prise soit l'image finale, et pas une image de post-production? Après, tu vois, moi, c'est pas du tout pour faire contre la post-production, parce que ça se trouve, ce qui peut être super, c'est d'agrémenter ça avec de la post-production, tu vois, même avec le Cinemirax. C'est plus de trouver, en fait, une possibilité, quoi, et que ça raconte. Et je pense qu'après, bon, ça, c'est peut-être un autre sujet, mais je pense que maintenant, avec l'IA générative, où on peut de façon très facilement générer une image qui est techniquement, je ne sais pas ce que ça veut dire techniquement impeccable, mais on s'entend, tu vois, dans le sens où l'image, elle est nette, elle est contrôlée, elle est maîtrisée, et même elle peut être, tu peux générer tout type d'image. Donc en fait, tu peux générer une image qui fait type pellicule années 20, tu vois. Ouais. Tu vois. Et donc, en fait, le résultat de l'image, je pense que sa valeur commence à se perdre, tu vois, le résultat pour le résultat, tu vois. Donc en fait, moi je pense que maintenant les images vont avoir de plus en plus de force, non pas dans le résultat, mais dans comment elles sont fabriquées. Tu vois. C'est-à-dire le processus qui amène au résultat. Et même on le voit bien, tu vois, dans la manière dont aussi les productions, surtout aux États-Unis, ils ont à communiquer sur les films. On communique beaucoup maintenant sur comment l'image elle est faite. Tu vois, Tom Cruise, il a toujours fait ça. Tu vois, il a toujours montré ses cascades
avant même que le film sortait, tu vois, on voyait le plan de sa cascade et après le plan final où on cache les câbles, où on cache le fond, tu vois, et on se dit waouh, mais en fait d'un coup pour le spectateur il y a un lien d'identification ou de compassion, il y a un lien sensible qui est beaucoup plus fort, tu vois, parce qu'on a vu le travail humain sur la fabrication de l'image, tu vois. Et ça, moi, tu vois, je l'ai ressenti sans le voir, tu vois, en communiquant sur les réseaux sociaux. Je mettais toujours l'image et le dispositif, tu vois. Et d'un coup, ça avait beaucoup plus d'impact, tu vois. Alors, ça veut pas, enfin, peut-être que l'image résultat final n'avait pas forcément de force, je sais pas, mais tu vois, ce qui veut dire que humainement, on est assez touché par comment c'est fait, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ce qui se développe de plus en plus, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent à la pellicule. Beaucoup de gens sont intéressés pour altérer l'image sur le plateau, voilà. Après, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là parce qu'il y a aussi le travail de post-production, tu vois, d'étalonnage où on peut aller aussi très très loin. Et des fois, on va se dire mais pourquoi filtrer l'image optiquement alors que maintenant il y a des presets d'optique hyper poussés, hyper performants. Ben, je pense qu'il y a aussi ce truc où on veut saisir l'image dès la prise de vue et aussi, moi je crois que c'est beaucoup aussi de faire des choix. Où à un moment donné, se laisser le choix, c'est trop, quoi. On arrive en post-prod, on peut avoir tous les choix possibles. Bon, déjà, c'est du temps qui est coûteux. Et après, c'est... à un moment donné, moi, je pense qu'il faut se décider, quoi. Tu vois, non, mais tu vois, comme quand t'engages un... C'est très bien de dire, moi, je prends mon image, elle est entièrement... mon log, il est entièrement désaturé, j'ai fait aucun choix, je verrai tout ça. Après, il y a un équilibre. Hein. Moi, je veux pas avoir un discours, tu vois, non plus... hyper radical là-dessus, mais je pense que c'est, tu vois, comme quand on choisit une prise, quoi. À un moment donné, on peut refaire 100 fois la prise avec plein de variantes, tu vois, mais tous les grands cinéastes, ils te diront que 80% du casting, de la direction d'acteur se fait au casting. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu as choisi 7 personnes pour incarner ton personnage, déjà, tu as fait un choix très fort, tu vois. Donc moi, je me dis, quand je choisis ma série d'optique, quand je choisis, tu vois, les filtres que je vais mettre, je me dis super, je fais déjà mon choix de à quoi va ressembler l'image du film, tu vois. Ouais. Et c'est hyper important, parce que de toute façon, à un moment donné, la création, il faut bien que ça, quand tu fabriques quelque chose, il faut bien que ça s'arrête. Donc moi, je me dis, plus vite on se décide, plus vite on peut pousser. Et puis en plus, plus on pousse en amont, c'est ce que je disais, le travail de la préparation qui est hyper important, mais plus on peut aller chercher, après le gratter, tu vois, le fond du détail pour pousser artistiquement les choses, tu vois. Mais c'est ça, commencer très vite avec des choix assez forts et après pouvoir affiner. Ouais, après fort, je sais pas, mais c'est vrai que j'aime bien aussi des fois se donner des limites, tu vois. Je sais que Claire Denis, tu vois, ça m'avait fasciné quand j'étais ado et que j'écoutais des interviews où elle disait qu'elle partait sur ses films avec 1 ou 2 focales, tu vois. Moi, je trouve ça incroyable. Tu dis, ah ouais, d'accord, les loueurs, ils te vendent une mallette avec 7 focales, toutes les focales, et elle dit, non, mais moi, je veux dire, ce film, avec... j'ai oublié sa chef opératrice, s'appelle Godard, mais on ira retrouver. Et en fait, ils prennent 2 focales, tu vois. Ils se disent, ce film, on part avec le 50 et le 85 et on va fabriquer notre film. Et quand on voit les films de Claire Denis, on voit un travail incroyable du rapport de l'espace, des personnages et tout ça, mais parce que je pense qu'en se contraignant avec ces 2 focales, elles vont encore plus pousser leur vision du travail de la caméra et des personnages, du premier plan, de l'arrière-plan, parce que justement, elles se sont limitées, quoi. Et donc, en se limitant, elles vont pousser encore plus loin leur travail de composition. Enfin, c'est le sentiment que j'en ai, en tout cas moi d'expérience. Plus on me laisse le choix en amont, plus en fait à la fin on fait du non-choix parce qu'on n'arrive pas à... Voilà, mais ça c'est une règle de vie. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que je me dis souvent. Je me dis, si on filme la vie avec une caméra, c'est pour que la caméra elle participe, tu vois, comme une comédienne, un comédien. En fait, on participe au film avec un point de vue que seule la caméra peut donner, tu vois. Sinon ça sert à rien, tu vois. Sinon autant faire du théâtre. Ouais, ou non, mais je sais pas, ouais, peut-être, mais après il y a plein de mises en scène qui existent, mais je me dis, on utilise, tu vois, une caméra, la caméra peut te donner des choses, tu vois, c'est pour ça que, tu vois,
on est toujours fasciné, tu vois, par des points de vue. Tu vois, quand Kubrick fait ses points de vue en contre-plongée totale, on se dit, waouh, mais c'est incroyable. Mais en fait, c'est incroyable parce qu'on voit jamais les gens comme ça dans la vie, tu vois. Et c'est là l'intérêt, tu vois. Après, tu vois, encore une fois, il faut que ça raconte et tout, mais je me dis toujours, voilà, ça, il faut que la caméra, elle montre autre chose que notre œil peut montrer, tu vois. Et en même temps, j'ai toujours le sentiment que plus on travaille la caméra, on travaille les possibilités optiques, on travaille les possibilités de lumière, tout ce les gens vont peut-être définir comme des fois abstrait ou organique. En fait, moi, je me dis que c'est comme ça qu'on voit, tu vois. En fait, on pourrait dire que nous, notre œil, il est incroyable, on a une dynamique de fou, on voit super bien les hautes lumières, les basses lumières, on voit très nettement, mais en fait, quand on voit les choses, tu vois, moi, quand je te regarde serré, tu vois, je te regarde pas avec tout mon champ de vision. Quand je regarde le soleil, je suis ébloui, tu vois, donc en fait, notre perception, elle est pas nette, elle est traduite par un sentiment, tu vois, plus. Oui. Et du coup, moi, je me dis qu'il faut que la caméra, il faut pas qu'elle retranscrive ce que les yeux nous donnent, mais plus ce que les yeux nous donnent comme sentiment. Peut-être je philosophie un peu trop les choses. Non, mais ça se comprend, tu vois, quand tu utilises des effets de flou, de fumée, finalement, c'est aussi ça qu'on fait, qui est de soit enlever de la netteté de la caméra qui enregistre tout à la fois, soit ne serait-ce que concentrer le regard sur un objet de la manière où le cerveau se concentre sur un objet à la fois et pas sur l'ensemble de ce qu'il a dans lui. Effectivement, quand je te regarde, je regarde pas en même temps le fond derrière toi. Bah ouais, mais tu vois, mais c'est bête, mais c'est hyper important d'être conscient de ça. Tu vois, ou alors, des fois, j'aime bien penser les images, comment on pense une image qu'on a en tête, mais tu vois, comme un souvenir. Tu vois, ça veut pas dire glowy, complètement noyé dans du blanc, mais en fait, non. Nos souvenirs sont pas vraiment comme ça. Bah ouais, puis tu vois, tout n'est que point de vue, donc autant optimiser le point de vue de la caméra, tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que la caméra doit être un acteur aussi. Et pas simplement une machine à enregistrer. Oui, bah après ça c'est depuis la nuit des temps, hein. Tu vois, tous les grands cinéastes ils l'ont bien montré que la caméra elle a son mot à dire, enfin qu'elle est là pour. Au contraire, c'est quand on a commencé à comprendre que la caméra pouvait faire ça que le cinéma s'est développé fortement, tu vois. Ouais. Et même encore, tu vois, j'ai envie de te dire, même les films de Méliès, tu vois, on se dit, oh, c'est filmé comme au théâtre, c'est plan-pied et tout. En fait, ces tours de magie, ils marchent parce que c'est ce point de vue-là. Tu vois, si d'un coup, il aurait mis la caméra un peu plus sur le côté, bah, comment il a pensé son effet ou son tour de magie, ça aurait pas marché. Tu vois, donc en fait, même si, voilà, on se dit, bon, c'est caméra fixe, mobile, plan large, plan-pied, même ça, il y a déjà une notion de point de vue, tu vois. Ouais, il y a un vieux court-métrage de Méliès de vie aquatique avec des acteurs habillés en sirène et la caméra qui est derrière un aquarium. Ouais. Et on voit les poissons immenses. Et ça, c'est, je pense, une des premières réflexions autour du fait de dire ah ok, là la caméra elle voit un truc qu'un œil humain ne verrait pas. Non, mais c'est pour ça que en fait généralement quand on débute, tu vois, mais moi j'ai fait aussi au début, on se dit je vais filmer à ma hauteur parce que je me tiens debout, donc je mets la caméra à ma même hauteur. Moi tu vois. Bon, après ce que je suis content d'avoir commencé très jeune à filmer, tu vois, avec des petites caméras, c'est que je me sens ultra à l'aise, tu vois, avec une caméra. Et j'aime bien bouger, chercher, me mettre accroupi, allongé, tu vois, regarder. Et surtout pas commencer à avoir peur d'abîmer le matériel. Tu vois. Tu te sens très libre de bouger partout avec, quoi. Ouais, au début pour trouver le plan en fait aussi, tu vois. Il faut surtout pas, tu vois, quand on débute, au début, tu vois, on arrive sur un décor, tu vois, on peut vite des fois être intimidé, on se dit oula, je me place où, tu vois. Mais en fait, au contraire, il faut se placer, il faut se déplacer, il faut regarder. Ah, mais si je bouge comme ça, qu'est-ce que ça dit? Et il faut surtout pas penser avec nos yeux. C'est ça le truc. Tout de suite être dans la projection. Mais ça, c'est. Ouais. Et ça, je le vois, tu vois. Enfin, moi, je le vois au fur et à mesure des années. Je prends de l'expérience et tu vois, je pense que j'ai encore des millions de trucs à apprendre. Mais
à chaque projet passé, je comprends un peu plus ce que la caméra peut m'offrir, quoi. Et on le voit bien, tu vois, quand je travaille avec des chefs d'éco, tu vois, ceux qui ont l'expérience, ils savent ce que ça va donner, tu vois. Et on n'est pas en train de regarder avec nos yeux. En fait, il faut arrêter, il faut débattre de ce que la caméra va voir, comment ça va voir. Et ça, c'est pareil pour les comédiennes et comédiens. Ça, je le vois tout de suite. Tu vois, maintenant, il y a des gens qui ont l'habitude, mais ils savent. Et au contraire, il faut surtout qu'ils conscientisent comment ils sont filmés, parce qu'en fait, ça change tout. Ça change toute leur perception de jeu. Tu vois, un truc aussi bête que est-ce qu'ils sont filmés en gros plan ou en plan large, ça change tout. Et tu vois, j'ai une anecdote qui m'a marqué l'année dernière. J'ai tourné avec Macha Merrill. Donc tu vois, c'est une comédienne qui a une expérience de dingue, qui a commencé pendant la Nouvelle Vague avec Jean-Luc Godard et tout. Je me place à un endroit, tu vois, et me demande quelle focale j'utilise. Je dis, ah bah là je suis au 85, et ça savait exactement, tu vois, d'où à où elle était cadrée, tu vois. Parce qu'elle savait où j'étais, et elle sait, tu vois. Et ça, c'est super. C'est génial, elle adapte son jeu à la focale, en fait. Bah, ou du moins, elle savait comment elle était perçue, tu vois. Et donc après, c'est génial, tu vois, parce que bah, y a une complicité, on travaille ensemble, en fait. Tu vois, on n'est pas. En fait, moi, je me dis, j'espère me dire que je suis pas en train de capter le comédien, mais je suis qu'on est en train de faire le jeu avec eux, tu vois. Ouais. C'est un peu la différence. Enfin, tu vois, grossièrement, c'est un peu la différence avec la télé, tu vois, où à la télé, tu fais du multicam, tu captes ce qui se passe, tu vois. Là, nous, les caméras sont là, elles captent ce qui se passe, tu vois, sur nous. Tu vois, même si déjà, tu as quand même plusieurs valeurs, donc tu sais que dans ton montage, tu vas changer, mais on s'adapte pas à chaque caméra. Non, là, nous, on est comme ça. Non, mais c'est vrai, et c'est hyper important de conscientiser ça à l'avance. Bah non, de se rendre compte que c'est un tout. Tu vois, comme moi, je fais pas le montage du film, mais je pense tout le temps au montage. Tu vois, je travaille avec une script que j'adore, et on adore parler du montage en amont. Heureusement, tu vois, parce que si je commence à penser le plan juste pour mon plan, ça n'a aucun sens. Tu vois, il faut que je le pense dans un tout, comment ça va découper, quel est le plan qui va suivre, le plan précédent, ou alors quelles sont les options de montage dans le découpage des plans. Tu vois. Ouais. Parce qu'après, bon, il y a cette troisième écriture qui est le montage. Tu vois, et pareil, quand les gens ils montent le film, il faut surtout pas qu'ils montrent comment le film il a été complètement pensé, même au plateau. Il faut se dire, ok, ils arrivent sur leur banc de montage, ils ont cette matière qui sont toutes les images, tous les sons. Comment avec ça on peut optimiser ce qu'on veut raconter, mais au moins comment on peut optimiser aussi cette matière brute. Tu vois, c'est-à-dire un plan il était pensé pour donner tel sentiment, mais en fait s'il est suivi d'un autre plan qui n'a rien à voir, il va donner un autre sentiment. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, et puis parfois, ce qu'ils utilisent dans la matière brute n'est pas toujours ce qui a été prévu. Ça m'est déjà arrivé, mon montage, de me retrouver et de me dire, en fait, la partie la plus intéressante, c'est un moment où le réal avait déjà dit couper, la caméra n'a pas encore été éteinte, mais l'acteur il fait un truc qui marche dans l'histoire et on croit que c'est le personnage qui le fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ce truc-là où dans le cinéma, c'est très pragmatique. Moi, je me dis, tu vois, là, on discute, on intellectualise des choses et tout, mais en fait, je me dis, c'est ultra pragmatique. Surtout le travail de l'image, il faut que ça marche. Il faut que on regarde, ça marche pas, on teste. Tu vois, et c'est très très pragmatique, tu vois. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder avec la caméra, tu vois, où tu vois, ça va arriver plein de fois. Tu vois, sur les premiers films que je faisais quand on était étudiant, t'as le chef déco accessoire, il se fait mais non, là c'est bizarre, c'est pas élégant. Et t'es là, mais est-ce que t'as regardé comment c'est filmé, tu vois? Et d'un coup, ah oui, effectivement, dans le cadre, c'est logique. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois. C'est l'emplacement de l'objet. Oui, même les perspectives. C'est un appartement. Mais... Exactement, tu vois, tu places un élément et c'est ça qui est important. Mais ça, tu vois, tous ceux qui travailleront le plus te le diront tous, tu vois, j'invente rien. Tu vois. Non, mais. Mais c'est bien de conscientiser, tu vois. Alors, dernière petite question. Toi, quels sont. Alors, t'as fait une école, t'as tout ça, mais est-ce qu'il y a des livres ou des films, des ressources YouTube qui t'ont aidé à te former en tant que chef-op et que tu recommanderais ? Ouais, alors après, je veux pas du tout faire de remarques
il faut absolument lire ça, sinon tu n'y arrives. Enfin, tu vois, je me dis, chacun fait son parcours. Déjà, on ne sait pas, tu vois, sensiblement dans quel environnement les gens sont nés, s'ils ont vécu. Enfin, tu vois, il y a tellement de facteurs. Après, d'un point de vue, allez, on va dire scolaire, moi, il y a un livre, tu vois, qui m'a vraiment bouleversé, je pense, sur ma sensibilité à la lumière. C'était le livre Des Lumières et des Ombres de Henri Alcan, qui est un très grand chef opérateur français. Celui qui a fait son plus grand film, c'est La Belle et la Bête de Cocteau, tu vois, ou Les Ailes du Désir de Wim Wenders. Et ce livre, il est vraiment incroyable, quoi. C'est pas du tout un livre technique, c'est vraiment un livre qui va vraiment de manière très empirique, des étapes, la lumière solaire, la lumière nocturne, et plus dans une analyse concrète, tu vois, en prenant appui beaucoup sur des tableaux, sur des photos ou des fois l'expérience de tournage. Mais qu'est-ce que ça fait, tu vois? Qu'est-ce que ça fait une lumière en contre-jour? Qu'est-ce que ça fait une lumière de face? Qu'est-ce que ça fait une lumière qui vient d'en bas? Qu'est-ce que ça traduit comme sentiment, tu vois? Et moi, ça m'a vraiment bouleversé, quoi. Après, quand tu vois, je m'allais dans la rue, je voyais que ça, tu vois, que des reflets, que des brillants. Ah, ok, ça donne ça. Et en fait, ça a permis de démystifier des choses qu'on voit tout le temps, tu vois, qui est l'image. On est tout le temps dans les choses. Et après, du coup, après mieux comprendre où est-ce que j'ai envie de placer mes sources, tu vois, les projecteurs. Et ça, ouais, ce livre, après, voilà. Peut-être après, il y a beaucoup de films qui m'ont aidé à avancer, mais voilà, ça, ce serait trop long. C'est une très belle recommandation. Et ben, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Déjà, en te remerciant d'être venu avec tes gros fly cases pour transporter ces appareils, de ta présence et de ta passion, et d'avoir accepté de venir pour nous parler de ton parcours. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe qui participe à l'enregistrement de cet épisode, remercier l'équipe de la MIE qui nous accueille dans ce très beau studio, et remercier les spectateurs qui regardent cet épisode. N'hésitez pas à dire si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, des conseils. Je suis très curieux d'avoir les retours, et à une prochaine fois. Ciao. Salut.